passe à notre dernier petit sujet et on va clore là-dessus. Alors ce sera assez rapide parce que on va pas refaire le monde et notamment le monde du quantique. Néanmoins, entre notre dernier épisode et aujourd'hui, il y a eu des publications de Microsoft qui ont été faites, des avancées en recherche ont été publiées dans le magazine Nature sur l'ordinateur quantique, à différencier, donc on le rappelle, de l'ordinateur classique. Hein. Donc comment on le vulgariserait l'ordinateur quantique? Là, il est breton, non? Il fait oui, non, peut-être, c'est ça? Exactement, tout à fait. Il répond pas. Donc c'est une manipulation à l'échelle atomique, globalement, qui permet aujourd'hui de paralléliser les traitements parce que, si on le vulgarise, on a plusieurs états de la matière qui peuvent être comprises entre le fameux état binaire qu'on avait, le 1 et 0 de l'informatique classique qui permet de transcrire l'information, et le fait qu'en quantique, si on n'arrête pas l'état de la matière et on ne regarde pas ce qui se passe précisément, la matière ne se stoppe pas, et du coup, elle oscille dans une infinité de positions qui nous permet d'avoir une infinité de résultats, et de multiplier, du coup, les résultats. J'essaie une vulgarisation un peu... un exercice oui, non, peut-être. Oui, c'était bien exactement, aussi. C'est exactement. C'est qu'entre notre fameux 1 et 0, qui a été la base de leur informatique moderne, on a découvert qu'en fait, il y avait une infinité d'états. C'est-à-dire, c'est le fameux chat de Schrödinger. On met un chat dans une boîte avec du poison. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on peut considérer qu'il est ni mort ni vivant. Il a autant de chances d'être mort. Exactement. Et c'est tout à ça lié à une approche probabilistique. Ce qu'on sait de l'ordinateur quantique, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore en tant que tel. Il y a des avancées et surtout qu'il y a plein de façons d'y répondre. C'est-à-dire qu'il y a une course au quantique qui se joue entre des startups. On peut citer quelques françaises. Il y a Alice et Bob, il y a Candela il y en a d'autres. Il y a le monde des grands providers américains qui se positionnent dessus. Et chacun a sa méthode par refroidissement, par manipulation au laser pour aller isoler ces fameux atomes, électrons, je ne sais plus à quel niveau on parle. Mais tu as un autre problème au quantique qui fait qu'on ne peut pas le rendre accessible, et je ne dis même pas au grand public, même, on a vu même en limité, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le jour où l'ordinateur quantique et le jour où un État ou une puissance mondiale dispose d'un vrai ordinateur quantique, les clés de sécurité de la planète tombent. Parce qu'aujourd'hui, les clés de cryptage les plus évoluées, un ordi quantique, les craque très vite. Il y a des travaux qui commencent à arriver sur des algorithmes de cryptage post-quantique. Oui, mais justement, tant que c'est... En fait, tu sais que même... Tant que ces algos ne seront pas sortis, les ordis quantiques sont un danger. En fait. On est d'accord, c'est déjà sur les usages, mais là, ce qui était intéressant sur la partie quantique, déjà à côté Azure, Microsoft te propose déjà en accès très anticipé pour un environnement de test pour faire du Q-Sharp. Si vous voulez devenir développeur Q-Sharp, ça fait longtemps que il y a 2-3 ans que c'est sorti. En gros, ils anticipent ce que pourrait permettre de résoudre comme problème le quantique une fois qu'il sera là. Et on propose déjà de la puissance de calcul allouée pour faire de l'algo très complexe et de l'application dite à destination quantique finale quand l'ordinateur sera là. Mais là, la grosse nouveauté, et c'est à la fois impressionnant d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue physique. Et je me demande même si ça ne va pas potentiellement donner peut-être lieu à un prix Nobel en fait, de physique, ce qu'ils ont réussi à faire. C'est que Microsoft, il faut rappeler, cette année, il va avoir 50 ans. Ça fait 20 ans qu'ils se sont lancés dans une recherche, donc presque la moitié en fait, de l'histoire de Microsoft, se sont lancés sur un chemin très sinueux dans le domaine de l'informatique quantique. Ils ont tenté de créer ce qu'on appelle un état topologique. En fait, pour faire très simple, en physique, en étant en primaire et en collège, je crois que c'est en collège, on nous a appris que la matière pouvait avoir 3 états, donc solide, gazeux ou liquide. Okay. Eux, en fait, ils ont ni plus ni moins prouvé et créé un état qui s'appelait topologique, un 4e état qui était théorisé jusqu'à présent. En gros, c'est un état qui est imperturbable. Il était dit qu'il y en avait un 5e, le boson de je sais pas quoi. De Higgs, ça c'est une particule élémentaire. Mais qui représente un nouvel état, il me semble, non? Non, là, l'état topologique, c'est autre chose. C'est en gros, tout ce qui va être gazeux, liquide, solide, en fait, c'est perturbable. Donc, je sais pas, là, un solide, je le jette par terre, il se casse. Il est fragile, il n'est pas solide. Voilà, je le casse. Alors, l'état topologique, en fait, il a la particularité d'être imperturbable. Ce qui est très important en physique quantique, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle des qubits, donc ce qui permet de dire la réponse breton, comme tu disais, oui, non, peut-être, le simple fait de regarder ça, ou le simple fait d'essayer de mesurer, ça perturbe. C'est très susceptible. Ça le stoppe, surtout dans son état. C'est très susceptible. Il devient 0. C'est ça, donc c'est ultra compliqué. En fait, c'est ce paradoxe, c'est que le fait de mesurer quelque chose à un instant,
c'est une influence externe, alors que cet instant T n'existe peut-être pas. En fait, tu crées un instant T pour obtenir une mesure sur quelque chose qui potentiellement lui-même n'existe pas à cet instant T. Enfin, c'est tout un paradoxe. Là, on le fait très vite. En vrai, c'est des théories très longues, mais c'est le principe, c'est que le fait de déclencher la mesure, voilà. Mais le fait de déclencher la mesure est un problème. Donc le premier challenge qu'ils ont réussi à faire, c'est ils ont réussi à démontrer que l'état topologique était possible. Ils ont pris 20 ans à faire ça. Le fait de démontrer un état topologique, en fait, ouvre la piste sur une nouvelle particule qui s'appelle une particule de Majorana, qui prend le nom du physicien qui a théorisé pour la première fois une telle particule en 1928. Donc il a fallu presque 100 ans pour concrétiser et démontrer que cette particule existait réellement. Et l'avantage de cette particule-là, c'est qu'elle enveloppe, on va dire, le qubit. Donc, et plutôt que de mesurer le qubit et du coup d'influencer potentiellement le résultat et de perturber l'observation, en fait, on observe plutôt, on demande finalement à la particule Majorana, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est administrable numériquement, alors qu'aujourd'hui, la plupart des approches pour la partie informatique quantique, c'est analogique. Donc ça veut dire que chaque fois que tu conçois un ordinateur, il faut vraiment calibrer chaque qubit avec une attention très particulière, très spécifique, qui empêche la multiplication des qubits. Exactement. Ce qui empêche la multiplication. C'est ça. Et pour faire très simple, le fait d'avoir réussi à faire ça, ça peut ouvrir potentiellement la porte sur une puce de taille raisonnable, l'avènement d'une puce avec 1 million de qubits. Qu'ils ont présenté, enfin en tout cas ils ont présenté leur première puce topologique qui s'appelle Majorana 1. C'est ça, pour faire honneur aux physiciens. On voit à l'écran, dans un style doré comme on a beaucoup dans tous les ordinateurs quantiques aujourd'hui. En fait, cette puce quantique telle qu'elle, elle fonctionne pas, il faut la refroidir bien entendu, mais elle est de taille raisonnable. Aujourd'hui, c'est 8 qubits à l'intérieur. Microsoft dit qu'ils ont déjà balayé pas mal de problèmes d'une haute complexité et qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, ils vont venir empiler jusqu'à atteindre 1 million de qubits. Et le 1 million de qubits, c'est pas un nombre en fait qui est comme ça à random. Oui, ça fait un peu je suis un enfant, je veux pas 8 qubits, je veux 1 million de qubits. S'ils réussissent à mettre 1 million de qubits dans cette puce-là, donc en théorie c'est possible, en termes de puissance de calcul brut, c'est l'équivalent de toutes les infrastructures informatiques qu'on a à travers le monde réunies. Et donc tu as réussi à boucler sur un sujet GreenOps, on est d'accord. Et on rappelle plusieurs choses au passage quand même. C'est qu'aujourd'hui, dans les avancées de la recherche quantique, on arrive à générer des qubits déjà, on arrive à en associer. Oui. Par contre, on les associe dans un temps limité avant une génération d'erreurs. Donc en fait, il y a plusieurs approches qui visent à se dire comment j'augmente cette... alors, je crois que dans les records qu'il y avait eu, il y avait eu 8 minutes qui avaient été faites par je ne sais plus quelle société. On aurait peu documenté là-dessus, peut-être Google. Ouais. Donc déjà, 8 minutes, on sait que 8 minutes de quantique qui tourne, ça peut permettre de résoudre des algos déjà monstrueux, en réalité. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est un ordinateur stable dans la durée. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a plusieurs approches. C'est soit augmenter cette limite, donc viser la stabilité, soit avoir des mécanismes de fault tolérance, de réduction des erreurs. Et ça, des erreurs dites quantiques. Voilà, donc c'est là-dessus que je joue. Et du coup, donc, pour revenir aussi sur les états de la matière et être exact, c'est pas le boson de High, il y a 2 autres états qui existent, qui ont été prouvés, qui s'appellent le plasma et le condensat de Bose-Einstein. Voilà, donc on vous engage à aller sur Wikipédia ou demander à ChatGPT un peu plus de détails là-dessus parce que c'est pas dans les têtes dans le cloud que vous l'aurez, mais pour être exact, il y avait déjà, au-delà de ce qu'on apprenait à l'école, comme tu l'as dit, les 3 fameux états de la matière, 2 autres prouvés. On en a un 6e, du coup, qui a été apporté par Microsoft. Ça a fait pas mal de bruit, c'est une vraie découverte. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment le monde du privé qui appuie la recherche scientifique. Depuis que le terme ordinateur quantique avait été prononcé dans les années 40 ou 50, globalement, on s'est fait à l'idée que l'humain devait le créer, mais c'est comme toute recherche, c'est par un moment l'isolement des atomes, par la manipulation au laser, etc., qu'on montre que c'est possible. On est convaincu que ça va apporter beaucoup de choses à la techno. Et puis ça donne une autre dimension de l'éditeur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la stratégie de Microsoft, cette partie recherche sur de l'infrastructure, on va appeler ça de l'hardware, mais on voit que c'est beaucoup plus que ça. Mais on sent que Microsoft veut être sur le coup d'après, qui est là. Alors Google est dessus, soyons très clairs, et IBM aussi, dans les gros acteurs qui financent de la recherche. On a de belles entreprises françaises aussi. La recherche française est assez à la pointe et compétitif avec les 3 mastodontes américains que l'on vient de citer. Sauf qu'on lève moins de fonds et que c'est plus long, mais par contre, on a de vrais experts. Dont Alain Aspect, le prix Nobel de physique.
qui fait partie de l'une d'entre elles. Donc voilà, intéressant de suivre ça. Il y a de l'avancée dans le monde du quantique. On parle encore d'échelle de temps à 2030, 2040. Chacun a publié sa roadmap avec différentes étapes de ce qu'ils espèrent se passer. Ce qui est intéressant, juste pour finir là-dessus, en termes d'usage et pourquoi c'est vraiment passionnant ce sujet-là, même si ça paraît lointain et très technique, c'est au-delà de la partie sécurité qu'il va falloir adresser à un moment donné. Déjà, c'est en termes de green ops, en fait, ça veut dire que dans une pièce, on va pouvoir avoir l'équivalent de toute la puissance du monde. Ça, c'est quand même pas mal. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ça va pouvoir permettre d'adresser des problèmes qu'on est impossible de faire dans une échelle de temps raisonnable. Aujourd'hui, des problèmes qui demanderaient des millions d'années pour être résolus en quelques heures avec l'informatique quantique. Et si on couple des millions d'années, voire des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec des mathématiques modernes. Typiquement, par exemple sur la santé, on a des modèles foundation que tu expliquais. NVIDIA en avait montré certains qui permettent par exemple de générer aujourd'hui des enzymes, des molécules, ce genre de choses. En fait, on peut imaginer demain avec l'informatique quantique réussir à décoder tout le génome humain, identifier par exemple les raisons ou les causes d'une maladie orpheline qu'on est incapable d'expliquer aujourd'hui, et avec l'IA générative, avec la puissance d'informatique quantique, générer en fait finalement et puis des traitements qui permettraient de résoudre ces problèmes. Ça c'est le côté calcul, etc., puissance, mais d'un point de vue approche même physique, pour avoir lu un petit peu sur le sujet, il y a un peu le côté oublie tout ce que tu sais en ordinateur, en physique quantique. Alors en sachant qu'il y a la chimie quantique aussi, aujourd'hui on est en train de se réapproprier les matières premières au regard de la physique quantique. Et moi, ce qui m'avait perturbé, c'était t'as deux grands principes en informatique quantique, la superposition et l'intrication quantique. Ouais. Et la superposition, c'est ce qu'on vient d'expliquer, les états cumulés à l'infini. L'intrication, ça t'explique que deux atomes peuvent être liés de manière contraire ou simultanée à des milliards d'années-lumière. Donc ça peut être à deux bouts de la Terre comme à des milliards d'années-lumière et interagir en temps réel en fonction de ce que fait l'un. Donc globalement, c'est un peu le côté si j'ai allumé un interrupteur à New York et qu'à Paris, ça allumait la lumière. Ou ça l'éteignait à l'inverse. Ça peut être les deux états. Et ça ouvre du coup des réflexions de te dire, en fait, si atomiquement, ces situations de liaison entre les atomes existent à des milliards d'années-lumière, on est peut-être tous liés. Et c'est peut-être le côté Sense8, pour reprendre la série de Netflix où des individus sentaient à travers le monde ce que l'un faisait, etc. Certaines choses que l'on n'explique pas avec la physique et la chimie moderne s'expliqueront peut-être par le quantique. Donc moi je trouve ça incroyable ces discussions. Parce qu'on ne sait pas l'expliquer. En plus on nous apprend que on ne peut pas aller plus vite que la lumière, mais pourtant à des milliards d'années c'est elle communique instantanément. Exactement. Donc voilà, bon, bref, on n'est pas une chaîne de quantique, mais on s'essaye là-dessus. C'est passionnant, vous l'avez compris, et ça fait partie de nos petits à côté. Voilà, les têtes dans le quantique, peut-être demain. Ça sera peut-être ça l'avenir. On va clôturer là-dessus. Sujet passionnant, grande découverte de Microsoft, donc la puce Majorana 1, avec une belle publication dans le magazine Nature. Du coup, grande référence scientifique. On vous encourage à vous documenter là-dessus. C'est peut-être le coup d'après. Et on vous remercie d'avoir écouté l'épisode 21 des Têtes dans le Cloud.